Muchas gracias por la invitación, pero lo siento, no hablo español, hablaré en francés y puedes leer la traducción en español. Muchas gracias, José Luis Minguete, por la traducción. Les nations et les régions modernes sont, pour reprendre l'expression de Benedict Anderson, des communautés imaginées, et leur vitalité est liée à leur abondante mise en représentation. Les grandes catégories mises en valeur dans l'identification des communautés imaginées sont bien connues. Il y a l'histoire, les monuments historiques et les héros nationaux, les paysages typiques. Donc, les grandes catégories mises en valeur dans l'identification des communautés nationales sont bien connues. L'histoire, les monuments historiques. It's correct. Les grandes catégories mises en valeur dans l'identification des communautés imaginées sont bien connues. Un problème de... Bon. L'histoire, les monuments historiques, les héros nationaux, les paysages typiques, la langue, la culture dans ses formes prestigieuses, musique, littérature, peinture, et aussi la culture populaire, le folklore. Depuis leur apparition au XIXe siècle, les collectes ethnographiques et les musées spécialisés ont été associés à la mise en valeur des identités nationales et régionales. Cela explique le grand développement de ces pratiques et de ces institutions au XXe siècle, mais c'est aussi la source des problèmes apparus dans une période récente. Quel rapport entre la culture populaire dans les musées et les pratiques réelles des populations d'aujourd'hui? Comment prendre en compte les réflexions contemporaines qui s'interrogent aujourd'hui sur les processus d'exclusion et de domination associés aux constructions identitaires par les nationalismes ou par le colonialisme? Que faire des collections anciennes des musées d'ethnographie? Selon quels principes poursuivre les expositions et les acquisitions? Et je dois dire que je me permets d'indiquer que j'ai une sensibilité particulière à ce sujet, car j'ai commencé ma carrière de chercheur au Musée national des arts et traditions populaires à Paris. Le bâtiment construit spécialement pour ce musée a été inauguré en 1972. Mais dès les années 1980, le musée est entré dans une situation de crise grave. Désintérêt du public, intense controverse culturelle et politique sur sa conception. Le musée a été définitivement fermé en 2005. Un autre musée national d'ethnologie a été créé en France, le MUSEM, installé à Marseille et inauguré en 2013. Son objet, ce n'est ni la France, ni une région française. Son objet, ce sont les cultures de la Méditerranée. Je propose donc, dans cette intervention, de revenir sur la conception de la culture populaire qui a été élaborée à l'âge des nations et des États-nations,
et d'indiquer ses conséquences pour les musées actuels. Je ferai donc un bref retour historique dans une perspective européenne, puisque les musées d'ethnologie des diverses nations, comme les autres catégories identitaires, ont été conçus selon des principes et des perspectives similaires, avec beaucoup de transferts culturels à travers l'Europe. Le premier musée d'ethnographie nationale a été ouvert à Stockholm en 1873 sous le nom de Nordiska museet. Et très vite, ce musée a été considéré en Europe comme un modèle dont les autres nations devaient s'inspirer. C'est ce que déclarait enthousiaste le consul de Suisse à Stockholm, citation, « Chaque peuple doit posséder un jour son musée d'ethnographie nationale où il viendra tremper sans cesse sa culture indigène et chercher dans les souvenirs des générations passées des exemples de patriotisme, des modèles et des motifs propres à conserver à ses travaux et à son activité une large et puissante empreinte nationale. » De fait, dans les années suivantes, de nombreux musées d'ethnographie nationale ou bien des sections nationales de musées d'ethnographie ont été ouverts en Europe. Paris 1884, Copenhague 1885, Berlin 1889, Lisbonne 1893, Oslo 1894, Vienne la même année, Budapest 1896, Saint-Pétersbourg 1902, Prague 1901, Florence 1906, Athènes 1918, etc. Alors chacun de ces musées a une histoire particulière dans le cadre général d'une histoire nationale, politique et culturelle. En Espagne, comme vous le savez, la création d'un musée national d'ethnologie a été bien plus tardive que dans d'autres pays européens. Ici, une représentation donc de here a presentation of the Salle de France in Paris, opened 1878. Mais tous ces musées ont reçu une double mission identitaire. Premièrement, permettre au public de voir et d'admirer la culture spécifique, authentique du peuple national, dans une perspective d'éducation patriotique et de développement de la conscience nationale. Deuxièmement, conserver et exposer le patrimoine de modèles et motifs nationaux pour nourrir la création contemporaine dans une continuité nationale. La première fonction est d'ordre idéologique. Elle est destinée à affermir le sentiment d'appartenance nationale par la connaissance, l'amour et la fierté de la culture des origines. La seconde fonction est d'ordre plus esthétique et il s'agit de former les arts appliqués, le design national, et cela renvoie à la notion de art et tradition populaire qui a été le nom du musée parisien. Longtemps, la culture a été associée à une élite sociale restreinte. Le peuple était caractérisé par l'absence de culture. Ses coutumes étaient qualifiées de grossières, vulgaires, parfois presque animales. La notion de culture populaire est apparue en relation avec la conception moderne de la nation. À partir du XVIIIe siècle, en Europe, ont été formulées de plus en plus intensément des critiques contre l'Ancien Régime. Elles contestaient la légitimité des États monarchiques
et les déclarait artificiels, liberticides, dangereusement instables. À ces États étaient opposées des communautés dites naturelles, les nations. Les nations étaient présentées comme des communautés stables, associées à un territoire précis, dont les membres avaient en commun leur origine et leur culture. Cette nouvelle conception était révolutionnaire puisqu'elle attribuait à un aristocrate et à un paysan les mêmes ancêtres et une même culture. Et plus encore, dans le cadre du romantisme national, les coutumes populaires ont été traitées comme les vestiges de la culture originelle de la nation. Par la vertu de la tradition, étymologiquement la transmission, tradition, le peuple aurait préservé à travers les âges la culture des grands ancêtres fondateurs de la nation, alors que les élites, elles, trahissaient la culture originelle. À la base de l'ethnologie nationale, il y avait une idée forte, la culture populaire, au sens social, est la manifestation à travers les âges d'un peuple au sens ethnique. Les traditions des populations rurales, surtout quand elles étaient isolées de la modernité et des circulations, ainsi les îles, les montagnes, les régions pauvres, ont été alors considérées comme des vestiges de la culture nationale originelle. Par conséquent, tout au long du XIXe siècle, la paysannerie a été traitée comme une archive vivante ou un champ de fouilles, et la collecte ethnologique a été assimilée à une archéologie de la nation. Les conséquences politiques de cette mise en valeur de la culture populaire ont été considérables. À partir du moment où le peuple participait à la communauté culturelle et qu'une place fondamentale lui était attribuée, son exclusion de la communauté politique devenait contestable. Attribuer au peuple une place importante dans la culture nationale, c'était ouvrir le processus de démocratisation politique. Avec les réveils nationaux du XIXe siècle, la collecte et la mise en valeur de la culture populaire ont été pratiquées comme des activités patriotiques. Ce fut particulièrement le cas dans les nations non étatiques et plus encore les nations non historiques, celles qui ne pouvaient pas se référer à un État antérieur, par exemple dans les empires russes, austro-hongrois ou dans l'espace européen de l'Empire ottoman. Here an example of the Czechoslovak exhibition in Prague, 1895, and it took place, this exhibition about Czechoslovakian popular culture, a long time before the existence of a Czechoslovakian state. And it was a way to say Czechoslovakia does exist, because popular culture proved it. L'affirmation d'une nation juive en Europe à la fin du XIXe siècle s'est accompagnée d'intenses collectes ethnographiques et de création de musées de culture juive en Europe centrale et orientale. Here you have an example about field research about Jewish popular culture in the part of the Russian Empire which is now Ukraine. And Ukraine was a place where a lot of Jewish population lived in the so-called shtetls.
And this ethnograph, Ansky, took a lot of field research in nowadays Ukraine. De multiples atlas ethnologiques ont cartographié les territoires des nations, traçant des frontières qui étaient déclarées plus authentiques que les frontières étatiques. Et ces atlas ethnographiques appuyaient des revendications politiques. Et très souvent, même quand elles ont été reconnues et soutenues par le pouvoir étatique, les créations de musées ont été préparées par des collectes menées par des érudits patriotes. Le musée de Stockholm a été ouvert par le philologue et collectionneur Arthur Hazelius. À la fin du XIXe siècle, des associations spécialisées se sont formées. Elles ont publié des bulletins, organisé des colloques et diffusé des instructions de collecte. Ce travail d'amateur éclairé a précédé la création, beaucoup plus tardive, d'un enseignement universitaire spécialisé en ethnologie nationale. Par ces activités, il s'agissait donc de développer non seulement des connaissances, mais aussi la conscience d'appartenance et la fierté identitaire des populations. Les collectes et les créations de musées n'ont pas eu lieu seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. En fait, le développement de la nation comme forme culturelle et politique a été étroitement lié à la mise en valeur des cultures régionales. Alors, quelle différence entre nation et région ? Deux éléments principalement. Sur le plan politique, la souveraineté, et sur le plan culturel, essentiellement le statut de la langue. Et cela explique que le même territoire puisse glisser facilement, ou avec de violents affrontements idéologiques, du statut de nation à celui de région, ou inversement. Ce sont les cas, par exemple, de l'Occitanie ou de la Bretagne en France, de la Bavière en Allemagne ou de la Catalogne. Dans beaucoup de cas en Europe, la construction de l'identité nationale s'est appuyée sur les identités régionales. À la fin du XIXe siècle, quand la nation a été considérée largement comme le principe d'organisation étatique le plus légitime, la célébration de l'unité nationale s'est accompagnée généralement d'une mise en valeur de la diversité. L'objectif était de convaincre des individus habitant dans des espaces géographiques et sociaux distincts, qu'ils étaient quand même membres de la grande communauté nationale. Et pour susciter l'adhésion collective, il fallait montrer que chaque communauté locale était une composante prestigieuse et indispensable de l'ensemble. Selon les métaphores fréquemment utilisées, la nation était illustrée comme une mosaïque merveilleuse ou comme un chœur harmonieux. Et il reste des exemples célèbres d'une représentation de la nation par la collection de ces représentations régionales. Par exemple, les fresques qui illustrent l'hôtel de ville à Paris, ou bien les mosaïques de la place d'Espagne à Séville. Ces représentations de l'unité dans la diversité ont été aussi mises en forme comme musées ethnologiques. Et là encore, le musée de Stockholm a joué un rôle pionnier. En 1891, le fondateur du Nordiska Museet a ouvert un musée à Skansen. Ce musée rassemblait des bâtiments ruraux
venant des différentes régions suédoises sous la forme d'un village idéal représentant la nation. Some pictures from the Skansen Museum in Stockholm, and here you have, I don't think you can read it, the presentation of Sami population, so the northern population of Sweden. And another example. Le Skansen a inspiré beaucoup de musées de plein air en Europe du Nord et de l'Est. En France et en Allemagne, dans les années 1930, il y a eu des projets sérieux pour créer des musées de ce type, mais ils n'ont pas abouti. So nowadays, the open air museums exist in Northern and Eastern Europe. So some famous example in Lithuania, after the creation of the independent state, quite immediately an open air museum was created. And after the second independence of Lithuania, it was celebrated as example of as proof of the existence of the nation. Some other examples in Holland, Romania, Hungary. So there are such many open air museums where you can go to have nice time, see people dancing, celebrating festivals, doing crafts, etc. And you can buy arts and crafts products. So another example near Kyiv in Ukraine, there was a huge open air museum near Kyiv. I suppose it has been destroyed. In Ukraine, before the war, there were several open air museums in the country, in the different regions. I can imagine they are in very bad condition nowadays. À partir de la fin du XIXe siècle, des villages ethnographiques ont été présentés dans beaucoup d'expositions nationales et internationales. Ils avaient un grand succès auprès du public. Les visiteurs pouvaient y voir, comme des spectacles, des travaux agricoles, des travaux artisanaux ou des fêtes populaires. And here you have Scottish dances at an exhibition in London at the end of the 19th century. So what was also very famous in international exhibition was the Swiss village that was shown in Switzerland, but also in France, in North America, etc., etc. It has a huge success. And you could see peasants milking cows, etc. So, il y a eu aussi ces villages modernes de représentation de la nation dans les expositions internationales des années 1930. À la même époque, les expositions coloniales montraient aux visiteurs des villages indigènes où les visiteurs pouvaient voir des groupes issus des peuples colonisés qui faisaient des travaux traditionnels et célébraient des rituels. Récemment, ces expositions coloniales ont été étudiées et stigmatisées comme des zoos humains. There was a huge tradition of such human zoos, villages indigènes, everywhere. In Paris, in the Jardin d'acclimatation, you had every year pueblos indigenous and people from the north countries or from Africa, so doing fest and crafts. Dans le cadre de la nationalisation des masses en Europe, à partir de la fin du XIXe siècle, l'éducation civique et patriotique s'est beaucoup appuyée sur le sentiment d'appartenance à un espace local, sur la fierté identitaire régionale. Même dans le cas français, où l'objectif
d'unification culturelle a été poussé très loin, le discours patriotique a souligné régulièrement l'existence de cultures régionales qui contribuaient merveilleusement par leur diversité à la grandeur de l'ensemble. Est alors beaucoup utilisée la notion de petite patrie en français, piccola patria en italien, pequeña patria, Heimat en allemand. Pour résumer, les collectes et les musées ethnographiques ont eu une fonction incontestablement progressiste, en incluant les classes populaires dans la communauté nationale. La mise en valeur de la culture populaire régionale ou nationale a souvent exprimé la résistance à l'oppression ou la victoire sur une dictature. Je pense à la multiplication des créations de musées ethnologiques en Espagne à la période post-franquiste. Mais la fonction d'inclusion a eu aussi pour revers une fonction d'exclusion aux lourdes conséquences. D'abord parce que la culture du peuple, au sens social, était considérée comme la culture originelle d'un peuple au sens ethnique. Les étrangers n'y avaient pas de place. Parce qu'elle était utilisée pour définir le territoire spécifique d'une communauté, la culture populaire était considérée comme sui generis, autonome. Elle n'était pas rattachée à des processus de circulation des biens, des savoirs, des esthétiques. De plus, la culture populaire a été traitée comme une culture sans histoire, sans évolution. Les collectes et les musées ethnologiques devaient recueillir dans le présent les vestiges du passé, mais pas du tout comme les livres d'histoire ou les musées d'histoire. Le passé des histoires nationales, c'est une succession de périodes. Il est référé à des dates significatives. Il est décrit comme une série de changements politiques et culturels. En revanche, le passé de l'ethnologie a été longtemps traité comme un passé sans histoire, dans une longue durée immobile, au point de départ et au point de fin imprécis. La haute culture, dans ses différentes manifestations, littérature, musique, peinture, architecture, a été, elle, historicisée, traitée selon des périodisations médiévales, classiques, baroques, romantiques, etc., mais pas la culture populaire. Les objets présentés dans les musées d'ethnologie souvent n'étaient pas datés, à la différence des collections des musées historiques. Surtout, le peuple a été traité comme le transmetteur passif d'une culture passée, tout à fait inconscient de la valeur du trésor national dont il avait hérité, et disposé à l'abandonner pour des consommations vulgaires de la modernité. En fait, la seule évolution que les collecteurs envisageaient pour la culture populaire, c'était sa disparition. Et dès le XVIIIe siècle, les érudits patriotes n'ont pas cessé de répéter qu'ils devaient sauvegarder en urgence une culture populaire menacée de disparition imminente. L'ethnologie, depuis le début, a été traitée en sauvetage d'urgence. Dans le texte de 1846, où il introduit le néologisme folklore, sur le modèle de l'allemand Volkskunde, science du peuple, l'érudit britannique William Thoms énonce lui aussi l'idée de la disparition irrémédiable de la tradition. Et il écrit « Je ne suis pas sans espoir de vous enrôler pour récolter avec votre aide les quelques épis qui restent, éparpillés sur des champs où nos ancêtres auraient pu faire une belle moisson. » Il ne reste presque plus rien. Bien sûr, la modernité a modifié les coutumes populaires, mais beaucoup d'autres transformations des pratiques paysannes ont eu lieu au cours des périodes antérieures. Et jusqu'à une date récente, l'ethnologie n'a guère pris en compte les transformations, les abandons et les inventions de traditions. Elle a mis en valeur des pratiques rurales et artisanales,
en négligeant en grande partie le monde urbain et ouvrier. La culture populaire vivante, contemporaine, a été longtemps exclue de l'ethnologie et rejetée comme une pratique infraculturelle, impure, abétissante, soumise aux simples règles de la consommation commerciale. Au XXe siècle, quelques intellectuels de gauche se sont intéressés aux traditions ouvrières et aux rituels de grève. Des études sur le folklore ouvrier ont été publiées dans l'espace communiste. Mais ces développements sont restés très minoritaires et les réflexions de Gramsci, confiné dans une prison fasciste, sur le folklore et les potentialités émancipatrices de la culture populaire n'ont été publiées qu'après 1945 et n'ont pas eu d'écho avant les années 1960. En fait, la culture populaire, muséifiée, momifiée, a été présentée pendant des décennies comme un antidote aux pratiques vivantes, comme un moyen d'éduquer sainement ou de rééduquer les classes populaires. Les vieilles danses paysannes ont été utilisées contre le jazz, les chansons traditionnelles contre la musique de café-concert, les fêtes d'autrefois contre le cabaret ouvrier. Et il faut souligner que des mouvements correspondant à des options idéologiques très différentes, les jeunesses chrétiennes, les syndicats, les partis de gauche, ont utilisé le folklore pour l'éducation de la jeunesse. I was self-trained into folklore and folkloric dances when I was a child in summer camps organized by the factory where my father was employed. So I learned a lot of folkloric dances from all over the world and I liked it very much. Alors, peut-on considérer que l'ethnologie, parce qu'elle a longtemps déshistoricisé et essentialisé son objet, est conservatrice, voire réactionnaire? Est-elle intrinsèquement nationaliste, voire xénophobe, puisqu'elle associe un peuple au sens ethnique et un territoire, en éludant les migrations et l'importance des échanges entre territoires? En limitant pour l'essentiel la culture populaire aux pratiques rurales et artisanales disparues ou en voie de disparition, a-t-elle participé à la stigmatisation du peuple ouvrier urbain? Alors, ces questions ont été soulevées lors des grands débats récents sur l'évolution des musées d'ethnologie à la fin du XXe siècle. Alors, incontestablement, l'Allemagne nazie a poussé à l'extrême la mobilisation de la Volkskunde, folklore, comme science nationaliste et raciale, et elle a opposé l'héritage des ancêtres, Ahnenerbe, à la culture dégénérée de la République de Weimar. Le fascisme mussolinien a inventé et imposé de nombreuses traditions régionales et nationales avec des objectifs nationalistes, mais aussi, aspect important, pour développer le tourisme en Italie. Le régime du maréchal Pétain, pendant l'occupation allemande, a fait du folklore sa culture officielle et il a imposé une version rurale et passéiste de la France éternelle contre la France républicaine. Mais l'ethnologie et ses institutions ne peuvent pas être réduites à leur usage par des dictatures nationalistes. Dans les années 1990, quand le Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris a été vivement critiqué, il a été dénoncé comme une création du régime de Pétain, donc un régime dictatorial. En fait, le musée avait été créé en 1937 par le gouvernement de Front Populaire. Et au Congrès international du folklore à Paris, en 1937, qui a eu lieu dans le cadre de l'exposition internationale, une importante section avait discuté du folklore appliqué, c'est-à-dire de l'usage des traditions rurales pour les loisirs de la jeunesse et du peuple. Et un des actifs participants était Georges-Henri Rivière, ethnologue au Musée de l'Homme, très lié à l'avant-garde artistique et littéraire, aux surréalistes,
et he wrote songs for Josephine Baker, the Afro-American famous singer in France at the time. Georges-Henri Rivière a été nommé ensuite directeur du musée des arts et traditions populaires. La conception passéiste de la culture populaire en a fait aussi une source de la création moderne, comme l'atteste la présence fréquente de collections et de villages ethnographiques dans les expositions nationales ou internationales. Se référant souvent au mouvement Arts and Crafts créé au Royaume-Uni au XIXe siècle, des créateurs, peintres, architectes, céramistes, concepteurs de meubles, concepteurs de textiles, ont proposé la création artisanale comme une ressource pour la création d'un art national ou régional. Les musées devenaient alors garants de l'authenticité de la source. La création artisanale a été valorisée comme antithèse à l'uniformisation de la production industrielle. Cette production néo-artisanale a été d'importance majeure pour le design du XXe siècle, dans ses déclinaisons nationales et régionales. Le style local a joué un grand rôle dans l'attractivité touristique des nations et des régions. Alors, on connaît bien aussi son évolution en kitsch identitaire de fabrication industrielle. Mais as an example of this notion of national styles inspired by popular culture, I refer to a recent exhibition held in Poland, Cracovia, last year, about national styles. So, and you can see furniture, tapestries, ceramics inspired by popular culture. And it's very important for Poland nowadays to show it. Beaucoup d'artistes se sont référés à la culture populaire pour ses valeurs de primitivité et d'authenticité. Et c'est ce que montrait l'exposition Folklore qui a été tenue par le MUSEM et le Centre Pompidou de Metz, unfortunately during the pandemic, so there were not many visitors able to see it. So the presentation of the exhibition. Sait-on que Valéry Kandinsky a commencé sa carrière en tant qu'ethnographe en Russie, que l'arrière-grand-père de Constantin Brâncuș était un bâtisseur d'églises en bois traditionnel en Roumanie, que Natalia Goncharova a développé une peinture abstraite en s'inspirant de costumes espagnols, que Joseph Beuys déclarait voir dans le folklore un outil de compréhension pour le futur, ou que Marcel Bouders comptait ajouter une section folklorique à son musée d'art moderne, département des Aigles. Assimilé à la tradition et donc en apparence à l'opposé de la notion d'avant-garde, l'univers du folklore, sujet à de multiples controverses, infiltre de différentes manières des pans entiers de la modernité et de la création contemporaine. Loin des clichés d'un passéisme suranné et artificiel, les artistes ont pu y trouver une source d'inspiration, une puissance régénératrice, aussi bien qu'un objet d'analyse critique ou de contestation. Et pour terminer, je voudrais introduire quelques réflexions sur les changements contemporains. Les critiques formulées ces dernières décennies à l'encontre des conceptions passéistes et essentialistes de l'ethnographie ont suscité des évolutions plus ou moins importantes dans les musées ethnologiques. Avec le ressurgissement d'un nationalisme identitaire qui fait de l'immigration une de ses cibles principales, des musées d'ethnologie nationale ont adopté une nouvelle dimension supranationale, en l'occurrence européenne. En 1999 a été fondé à Berlin le Museum Europäischer Kulturen, MEK, à partir de collections des musées ethnographiques de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Et le MEK a pour objet la vie quotidienne des classes moyennes et populaires européennes depuis le XVIIIe siècle, et il consacre des expositions temporaires aux pratiques
d'aujourd'hui. So recently there was an exhibition about this huge problem nowadays of fast fashion. So, and they compared traditional costumes and fast fashion. En 2013, l'année où Marseille était capitale européenne de la culture, a été inauguré le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, et qui est en fait consacré surtout à l'espace méditerranéen. Et le MUSEM, présenté comme un musée de société, accorde une grande place à l'esthétique et à la création artistique. Quelques exemples donc d'expositions récentes about Picasso ou Jeff Koons in the museum. La mondialisation récente et les changements dans les modes de consommation et de communication suscitent une demande forte envers les musées de société qui sont sollicités pour apporter des connaissances et organiser des réflexions sur ces sujets. Beaucoup d'expositions actuelles sont en phase avec des questions concernant les interactions culturelles, les migrations ou les nouvelles pratiques quotidiennes. Mais la tradition populaire est aussi à nouveau revalorisée comme ressource pour un mode de production et de consommation respectueux de la diversité culturelle et du développement durable. L'UNESCO a introduit en 2003 la notion de patrimoine culturel immatériel associée à la notion de tradition, d'identité collective, de créativité, mais aussi de droits de l'homme et de développement durable. Et l'inscription sur la liste de ce patrimoine est actuellement un fort enjeu identitaire et économique, national et régional, l'ethnologie étant une garantie scientifique. Et I present here the list of the patrimonio immaterial in Espagne nowadays. Les pratiques anciennes, antérieures à la société de consommation, sont promues comme référence quand les préoccupations écologiques deviennent un impératif majeur. Contre la production uniformisante et destructrice, la fabrication artisanale redevient une ressource créative. Mais dans une perspective démocratique ou élitiste, au service du public ou d'intérêts privés. Le bâtiment du Musée des Arts et Traditions Populaires est resté vide à Paris depuis 2005. Et en 2017, l'entrepreneur Bernard Arnault, qui dirige le groupe international de luxe Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH, a annoncé son intention de transformer ce bâtiment en un centre de l'artisanat d'art de luxe. C'est un choc pour les ethnologues qui ont travaillé dans ce musée. It's very hard for the ethnologists who used to work in this building. Je vous remercie de votre attention. Thank you for attention. Muchas gracias for your attention. Pardon. Creo que la idea que apuntaba Anne-Marie de la utilización del arte popular como motivo creativo para el arte actual, que en el fondo es lo último que has comentado, es una cosa que se documenta antes de la Segunda Guerra Mundial de una forma generalizada. Luego veréis algunas cosas que tienen que ver con el Museo de Arte Popular de Lisboa. Y yo creo que es interesante ver cómo esa evolución artística de algunos museos, del que Branly, no es algo moderno, bueno, o es algo moderno actual, porque se ha hecho en el siglo XXI, pero tiene unos precedentes amplísimos.
la utilización de la cultura popular para introducirla en la cultura culta tiene antecedentes que se van al siglo XIX. Y si pensamos en toda la música nacionalista que utiliza motivos populares para hacer música culta, es otro ámbito que pilla muy lejos de los museos, pero que también está demostrando que la cultura popular tiene una vena artística muy utilizable. Entonces, no sé, yo creo que a veces, y a mí es un tema que me preocupa, bueno, me preocupa, me llama la atención, estamos redescubriendo América todos los días. Estamos volviendo al pasado todos los días, y en muchos aspectos. Y a lo mejor habría que reflexionar sobre eso, y cuando creemos que somos muy modernos, estamos simplemente recuperando la moda de los años 80, la moda de los años 90, la moda de los años 2000, para crear lo que se lleva hoy. Y ¿alguien quiere intervenir? Bueno, nosotras somos dos personas de un pueblo de aquí somos dos personas de un pueblo de Madrid. Y estábamos pensando en montar un museo, porque la verdad es que se está perdiendo todo, casi está perdido. Y más en pueblos donde ha habido mucha influencia de Madrid constantemente, y esa es nuestra preocupación. Y como es algo que salía por aquí, ¿no?, de cosas que se pueden perder y para siempre, ¿no? Eso era. ¿Quieres hablar? Sí, que sí, tienes razón. Bueno, yo, ampliando un poco lo que ha dicho mi compañera, que estamos comprometidas en este pueblo, que es Miraflores, un pueblo bastante conocido, por otro lado en Madrid, en el ámbito de Madrid. Montar un museo etnográfico, bueno, llevamos varios años pensándolo, pero a mí me ha impresionado especialmente una frase que he cogido dentro de las páginas y las ideas interesantísimas que nos ha comentado usted, lo de que lo extranjero a veces, en esa recuperación de lo tradicional, lo extranjero, lo de fuera, y yo añadiría, y la evolución no entra. Miraflores es un sitio, es un pueblo que precisamente por la influencia del exterior, todos los veraneantes desde mitad del siglo XIX, se ha mantenido como menos pueblo tradicional y se ha modernizado más, pues tuvo el agua corriente mucho antes que cualquier otro pueblo del entorno de la Sierra madrileña y cosas así. Pero eso mismo, a la hora de montar un museo, ¿qué hacemos? Recuperar la tradición, lo que se está perdiendo, cómo se asume o cómo se expresa esa otra parte que sí evoluciona, porque me ha impresionado lo que ha dicho, que la cultura popular no evoluciona. Claro, es verdad, y solo evoluciona como inspiración para el diseño creativo de cosas. Bueno, no hay más que ver pues el número 1 del diseño en Europa, Finlandia, ¿no? Pues son todo tejidos de tradición popular, formas de artes primitivas populares. Entonces, que un museo etnográfico o un museo de un lugar, un museo local, recoja la tradición y la evolución de los que han ido llegando y transformando ese lugar, es una cosa que, bueno, preocupante y que hay que plantearse en estos tiempos. O sea, no puede ser solo un museo etnográfico para que no se pierda lo que hay, que es muy importante que no se pierda, pero cómo se asimila, porque está claro que hay una brecha entre lo que se ha ido perdiendo nosotros, en nuestro cometido, en nuestro compromiso. El problema es que a la gente joven no le interesa absolutamente nada,
ni el folclore, ni las canciones, ni los bailes, ni los trajes, ni nada. Entonces, pero algo les interesará de su pueblo. Y, indudablemente lo que es ahora tiene que estar en ese museo, ¿no? Lo que pasa es que no sé si se puede llamar etnográfico. No lo sé, bueno. Oui, merci pour ces commentaires très intéressants. Les questions que vous posez sont des questions fondamentales aujourd'hui pour les musées régionaux, les musées locaux et puis pour les musées nationaux aussi. Ce sont des grandes questions et avec des réponses différentes selon les cas. Ou des tentatives pour garder les collections anciennes et développer à côté de nouvelles collections. Si je peux prendre le cas du MUSEM à Marseille, qui a succédé au Musée national des arts et traditions populaires, une grande partie des collections anciennes qu'on voyait à Paris sont parties dans des entrepôts, ne sont plus visitées. Et puis, il y a quelques petites expositions temporaires qui prennent certains éléments de ces collections anciennes. Parce que l'objectif est beaucoup plus artistique et moderne maintenant qu'autrefois. Donc, la plupart des collections anciennes sont non visibles. Mais d'autres musées font d'autres choix. Traduzco para quien no hable francés. Dice lo que proponéis es uno de los grandes problemas de todos los museos que a veces no está resuelto. Es decir, metemos colecciones modernas, no metemos colecciones modernas. En algún museo que hay gente que trabaja en el traje cipe o que hemos trabajado en el traje cipe, tiene la suerte de tener al lado de araos frigoríficos, pero eso no pasa siempre. Museos que tienen araos y los frigoríficos son de ciencia y tecnología. Esos son de otra sección. Y comenta que en el MUSEM, el Museo de Marsella, que hereda el Museo de Artes y Tradiciones Populares de París, las colecciones antiguas del ATP de París no son visibles y que únicamente se sacan objetos concretos con esa mentalidad artística de, bueno, este nos sirve para explicar algo artístico, pero no para mostrar la colección antigua, sino, bueno, pues esto lo cogemos de aquí, esto lo cogemos de aquí, y lo metemos en un discurso artístico moderno. Entonces, bueno, evidentemente, mi punto de vista es que tiene que estar todo, es decir, no puedes volver a tener la mentalidad de reflejamos solo el siglo XIX, sacamos un arao, un trillo y poco más, porque lo que pasa es que a lo mejor ya no es un museo de etnografía a la antigua usanza, es un museo de historia local. Y a veces los nombres también son, unos, como decía yo con el título del coloquio, unos tienen más peso que otro y unos llaman más que otro al público, a los visitantes. Fernando. Sí, muchas gracias, Anne-Marie, por la conferencia tremendamente clarificadora y, sobre todo, como yo dije en la introducción, nos viene muy bien para ordenar, ¿no? Las cosas que vamos a ver a partir de ahora mismo, ¿no? Y a lo largo de estos 2 días en este curso, ¿no? Y de hecho, yo creo que pone ya sobre la mesa uno de los grandes problemas a los que se enfrentan museos etnológicos o antropológicos. Bueno, esto ya podríamos entrar en distinciones semánticas, ¿no? Sobre todo tanto los que hablan, los tradicionales museos nacionales de etnología de otras culturas, ¿no? Como sería el nuestro, como el de los museos, sobre todo el de los museos nacionales de la propia cultura o identidad nacional, ¿no? O regional o local. O sea, ahora mismo, a nivel político y quizás también científico, son un problema, son una patata caliente, ¿no?
ahora je vous traduis. Patate chaude. Sí, sí. Y bueno, hay muchos estudios de cómo cuáles son las alternativas o soluciones o salidas de futuro o de continuidad de estos museos, ¿no? Que pasan desde evitar la conflictividad o parte de ella a través de la aproximación estética o artística, que siempre ha estado en los museos de este tipo, sobre todo en museos de artes y tradiciones populares o museos de artes industriales incluso, o que se ponga la estrategia del Quebranly o de otros museos como etnológicos, ¿no? O en muchos casos los aboca al cierre y la desaparición, ¿no? Como es el caso del Museo de Artes y Tradiciones Populares de París o el caso del Museo del Pueblo Español en España. En el caso nuestro, evidentemente, además, la idea de una cultura popular nacional, desde que llegó la democracia y el Estado de las autonomías, es un problema. Por eso no hay ningún gobierno que dé todavía con la solución para ese museo, cuál es su futuro. Lo que se ha hecho es esconderlo. Pero es que ha habido proyectos, ahora... Sí, claro. Ha habido proyectos y se van a ver ahora en las próximas conferencias, ¿no? Tampoco quiero hacer spoiler, como diría un moderno, ¿no? Pero está claro que lo que pasa en Francia, y aquí con mayor motivo, porque genera unas problemáticas políticas tremendas, ¿no? Incluso llegan a los museos arqueológicos, como supongo que ahora nos explicará Gonzalo Ruiz Zapatero, ¿no? Porque también en ese pasado remoto se basan las identidades, ¿no? De parte de la propia posesión simbólica del patrimonio, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que según desciende la categoría territorial del museo, los conflictos son un poco menores, aunque no están exentos de ello, ¿no? Como pasa también en muchos museos locales, incluso su propio cuestionamiento en cuanto a si son necesarios, si no son simplemente espacios para guardar reliquias, ¿no? Y sobre todo qué función tienen de cara a la sociedad y a la juventud actual, ¿no? Encontrar esas soluciones, esas vías de futuro, es uno de los grandes retos que yo creo que se van a ver estos días aquí, ¿no? Pero bueno, no sé si tú quieres aportarnos alguna opinión a este respecto o lo dejamos para las siguientes intervenciones, ¿no? Que además, como ya se va haciendo Lara, ¿vous avez compris ce que je dis? Non. Pas tout. De façon très résumée, vous avez posé le problème général à lequel nous faisons, ¿no? les musées d'ethnologie et d'anthropologie, tant le musée d'autres cultures, parce qu'il y a un conflit avec ces cultures, comme les musées qui ont été consacrés à la construction d'une identité nationale. Parce qu'il y a surtout, en général, mais surtout en déterminé endroit politique, comme l'Espagne par exemple, où la question de la culture nationale, c'est un problème. Et c'est pour ça que les politiciens ont décidé de cacher ces musées pour éviter le problème. Voilà, de façon très résumée. Mais je pense qu'il y aura des conférences au long du cours qui vont aborder cette question. Merci pour vos commentaires. Effectivement, le statut des musées d'ethnologie est un statut critique, je pense, de nos jours, parce que ce n'est pas simplement une question académique ou une question de muséographe, ce sont des gros enjeux politiques, idéologiques et économiques. Je dis économique parce que derrière, il y a par exemple l'enjeu du tourisme, derrière ces musées, derrière ce qu'ils valident comme culture populaire ou nationale. Et par exemple, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la culture intangible, de la culture matérielle, c'est un enjeu économique énorme. Classer une tradition populaire, c'est un enjeu touristique énorme pour la région. Classer la Mediterranean food, oui, c'est un enjeu économique important. La France a fait classer la tradition gastronomique française.
Et derrière, ce sont des enjeux de millions et millions d'euros. Donc, toutes ces questions interfèrent sur les questions que nous voudrions traiter scientifiquement. Mais nous avons des enjeux politiques et économiques importants. Je vais prendre un exemple de l'autre partie de l'Europe. À l'époque communiste, le communisme encourageait la culture folklorique énormément, contre la culture occidentale moderne, contre la culture américaine. Et il y avait une valorisation très importante de la tradition populaire dans le monde communiste. Quand le régime communiste s'est effondré, dans chaque pays, les musées d'ethnographie ont été en grande crise. Les musées d'histoire, mais aussi les musées d'ethnographie. Et dans chaque cas, il a fallu trouver des solutions pour continuer à proposer des musées intéressants dans un contexte politique qui changeait tout le temps sur la définition de la nation et dans un contexte économique très difficile. J'ai vu des musées d'ethnographie qui servaient de hall d'exposition pour des ventes de meubles ou de voitures parce que ça permettait de payer l'électricité et le chauffage du musée. Bon, pour revenir à la question que vous posez, oui, il y a vraiment des très très grands débats actuellement. Je pense que c'est plus facile à traiter au niveau régional qu'au niveau national. En France, il y a une crise énorme de l'ethnographie au niveau national. Au niveau régional, ça se passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus simple aussi de moderniser, de préparer des expositions qui ouvrent aux autres cultures, qui montrent les changements, qui modernisent. Dans le cadre national, c'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne, si c'est plus simple au niveau local et régional qu'au niveau national. Comentaba que los museos etnográficos son un problema metodológico, un problema político, un problema económico. Luego hablaré yo de algo de eso. Y también comentaba que en la Unión Soviética se utilizaba también el folclore, la tradición popular, en este caso como elemento anticapitalista, antiamericano. El folclore siempre se ha utilizado como elemento contra el otro. Y a la vez, también lo comentaba Marie, la parte económica, turística, ha sido fundamental siempre. No solo en los regímenes dictatoriales, sino mucho antes. El turismo y la cultura popular han ido de la mano desde el 19. Y las romerías en las que había bailes, concursos folclóricos se han desarrollado desde el 19. No solo desde el franquismo o desde la sección femenina y los bailes, los coros y danzas. Eso ha existido desde el 19 y sigue existiendo. Y luego también comentaba el problema de los museos etnográficos dentro del ámbito de la Unión Soviética cuando han cambiado de régimen. Algo que también pasó aquí. El Museo del Pueblo Español en un momento dado se dijo que era franquista. Es el único museo republicano. Pero bueno, cuando llegó la democracia era un museo franquista como el ATP, era un museo de Petén. El olvido gratis.